Bonjour à tous, donc je me présente, donc Zineb Taha, j'interviens pour le bureau d'études Écosphère et je vais vous présenter une troisième présentation sur la renouée du Japon, mais je vais essayer du coup de faire autre chose pour essayer de compléter ce qu'ont dit déjà mes collègues. Donc déjà, pour commencer, le bureau d'études Écosphère, c'est un bureau d'études spécialisé en écologie, sur tout ce qui est expertise écologique, faune-flore, le conseil, les aménagements des milieux, donc la conception et suivi des chantiers, la recherche et la formation. Donc, on intervient principalement sur tout ce qui est milieu terrestre, ingénierie écologique, espèces exotiques et envahissantes, donc qui est le sujet de mon intervention aujourd'hui avec vous, avec un pôle SIG et R&D. Donc, on intervient au niveau national. Donc, on a plusieurs agences, 9 agences et cinquantaine. Donc, on a à peu près 150 salariés qui interviennent à Ecosphère. Donc, la renouée du Japon, aujourd'hui, on a plusieurs contextes, comme vous avez pu le voir sur les présentations précédentes. Donc, on a possiblement plusieurs solutions qui peuvent se présenter à nous et dans un même contexte, plusieurs solutions peuvent être envisagées. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est une espèce qui est bicuiste, qui va se développer sur des supports qui sont très variés. On va la retrouver vraiment partout. Certains disent elle n'aime pas trop l'eau, elle n'aime pas trop le sec, mais c'est pas vrai. En fait, elle se retrouve à peu près partout, même quand on a des sols pollués. Et en fait, elle arrive des fois même à s'installer sur des substrats qui sont très très faibles, de très faibles surfaces d'épaisseur. Puis après, elle va aller chercher, les rhizomes vont aller chercher plus en profondeur, à plusieurs mètres pour pouvoir se développer. Donc, plusieurs techniques ont été présentées. Une partie a été présentée déjà ce matin. Je vais compléter. Il y a une longue liste de techniques, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les différentes techniques, ce n'est pas une liste à l'après-vert et sur laquelle on peut se dire bah, automatiquement, telle ou telle technique va marcher. En fait, on a énormément de techniques, mais elles ne permettent pas d'atteindre les mêmes objectifs, les mêmes temporalités, et surtout, en fonction des contextes, ce sera très différent. Donc, l'exemple que je vais vous montrer aujourd'hui, en fait, c'est un chantier sur lequel on intervient pour le PTB Seine-Grand-Lac. En fait, c'est un ouvrage de stockage temporaire des crues sur lequel le chantier vient de démarrer. C'est un ouvrage qui a un double objectif, la diminution des niveaux de Seine en crue, mais également un pilier très important qui est la valorisation écologique du territoire de la Bassée aval. Donc, on a majoritairement des restaurations de zones humides, des zones d'expansion de crues. Et donc, avant de démarrer tout ce beau projet de la digue, mais aussi des nombreuses mesures compensatoires, il a fallu mettre en place des travaux préalables qui ont été le traitement de la renouée du Japon. Donc, vous allez le voir sur la carte ici, je vous ai fait juste un petit zoom sur la zone de renouée. Donc, tout ce qui est coloré, c'est les taches de renouée qui étaient situées pile à l'entrée du chantier. Donc, en fait, vous imaginez que la digue passait exactement sur le linéaire d'une partie des tâches de la renouée. Donc, c'est pour ça que ce chantier, en fait, a été organisé en amont du démarrage du vrai chantier du site pilote. Parce qu'il a fallu en amont traiter la renouée. Comme vous avez pu le voir avec les collègues, la renouée, ça ne se traite pas comme ça, en claquant des doigts. Donc, il a fallu s'y prendre à l'avance et le chantier a démarré 1 an et demi avant le chantier principal pour déjà commencer à traiter la renouée. C'est de s'en débarrasser comme on pouvait, hein, on va dire, vous allez voir. Et ce qui permettait d'assurer une entrée de chantier un peu plus propre au démarrage, parce que sinon, on verra, les enjeux étaient très importants, étaient écologiquement importants, mais aussi au niveau de la structure de la digue. Donc, sur ce chantier-là, on a mis en œuvre 3 techniques de traitement de la renouée du Japon. Donc, en fait, on est au même endroit, comme vous l'avez vu sur la diapo précédente, mais on a 3 contextes qui vont être différents, 3 objectifs et donc forcément 3 techniques. La première technique, c'est qu'en fait, on avait de la renouée qui était positionnée pile sur le périmètre de la future digue. Donc, c'est une digue en terre. Qui dit digue en terre dit zéro ligneux et encore pire, zéro renouée. Donc, là, on avait un risque de tenue de la digue. L'objectif, c'était plus de renouée. C'était pas négociable du tout avec les collègues ingénieurs génie civil. Et donc, finalement, on n'avait pas eu le choix que d'aller sur la technique un peu la plus radicale, qui était le criblage concassage, pour essayer de garantir du mieux qu'on pouvait, cette technique-là. Et c'est pour ça aussi qu'on s'y est pris en amont, ce qui nous permettait d'avoir quand même encore 2 saisons de surveillance. On a une deuxième technique qui a été, en fait, c'est pour la renouée qui a été positionnée à proximité de la digue. Elle n'était pas vraiment sur le périmètre de la digue, mais on était vraiment à une 10-15 mètres de la digue. Mais par contre, on s'est retrouvé au bord de la départementale. On ne devait pas avoir de réseau. Il devait être beaucoup plus loin que ça. Et puis, en ouvrant, on disait pouf, réseau orange. Donc, du coup, on ne pouvait pas aller enlever le réseau. Donc, on a essayé de récupérer tout ce qu'on pouvait récupérer. Mais forcément, à un moment, on savait très bien qu'il y avait des réseaux qui restaient en limite de la départementale. Donc, il a fallu bâcher une certaine zone pour pouvoir délimiter à ce moment-là la renouée, éviter sa dissémination et surtout ne pas avoir de tige aérienne un peu trop à proximité de la digue. Et donc, dans ce cas-là, on a opté pour le bâchage biodégradable sur ce site-là.
Et enfin, la dernière solution qui a été utilisée, en fait, concernait de la renouée qui était positionnée au pied d'un ouvrage en génie civil, donc un pont, en bordure d'un cours d'eau, écologiquement très intéressant, notamment d'un point de vue piscicole. Donc déjà, tout simplement, la première contrainte, c'est qu'on avait un risque de fragiliser l'ouvrage. C'était le pont qui permettait d'entrer au village. On n'était plus du tout collé à la digue. Donc là, on avait un peu plus d'espace. On n'était plus dans l'objectif zéro renoué. Et donc, l'idée ici, c'était d'éviter sa dissémination. Mais en fait, on n'avait pas la contrainte de ne pas avoir de tiges aériennes. Ce n'était pas grave si on avait encore des tiges aériennes. Du coup, contrairement à la solution précédente qui était l'appâchage, on a tenté le grillage auto-étouffement expérimental. Donc là, je vais vous présenter les trois techniques. L'objectif n'est pas que je détaille trop les techniques, notamment le criblage concassage et le bâchage qui a été en partie déjà présenté. Donc, c'est juste vous expliquer comment on est arrivé à ce choix, au choix de cette technique. Donc, le criblage concassage a été réalisé sur les terres qui étaient positionnées sur la digue ou sur les emprises d'une future mesure compensatoire, en fait, qui était la reconnexion du nous. Donc, c'est la première reconnexion de nous en passé. Et donc, qui dit nous, dit progression de la renouée tout au long de la noue et donc arriver à l'intérieur du site. Donc, la contrainte, c'est qu'on avait plusieurs noues, cours d'eau, donc l'Auxence, la noue d'Auvergne, et qu'on était aussi en bord de route, on avait la départementale. Donc, on a fait ces travaux avec 3 entreprises. C'est un groupement porté par Nature Environnement Terrassement, avec Biodive et Vinci Construction Maritime et Fluviale. Donc là, c'était quelques photos avant le démarrage du chantier. Donc ça, c'était vraiment les dernières prospections et photos qu'on avait avant que la renouée ne soit traitée. Donc ça vous donne un peu une VRN. C'est tout ce qui est rouge. Ça vous donne un petit peu l'ampleur de la renouée. Et en fait, elle allait plus loin. En fait, en gros, les services départementaux, ils coupaient les bords de route, puis ils faisaient ça, puis après ils faisaient ça, et puis après ils faisaient ça. Enfin bref, c'est juste un peu partout. Donc, on est arrivé en février 2021, tout d'abord par un débroussaillage, un ramassage. Ils ont ratissé l'ensemble de la zone. On a eu une dérogation de brûlage sur site, ce qui était très pratique parce qu'on avait quand même des gros volumes de renoues à sortir. Et donc, l'installation de la bâche et de la station de traitement de la renouée a été faite de manière à imperméabiliser l'ensemble du site sur la zone, les zones sur lesquelles elle va être traitée. Donc là, vous le voyez sur les premières photos aériennes, c'était mars 2021, donc quelques semaines après l'installation. Donc les premiers déblais ont été faits, hein. On avait 4 sites qui étaient traités. Et ça, c'est notre plateforme. Donc l'objectif était d'arriver par le chemin, d'avoir en fait les terres qui arrivaient, qui étaient rejetées par l'arrière. L'appel ici, qu'on verra plus tard, le cribleur va s'installer. Et par contre, tout ce qui est sain partait de l'autre côté. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, un chantier de criblage concassage, ça demande de la place, ça demande une organisation, mais carrée. En fait, ici sur site, on avait les engins infectés qui étaient marqués en rouge. Les terres infectées étaient marquées de la zone par laquelle elle arrivait en rouge. Et là, on voit que les terres qui étaient saines ainsi que les engins sains étaient marqués en vert. Et donc, en fait, on était de part et d'autre de la piste sur laquelle étaient positionnés les engins et le cribleur et le concasseur, ce qui permettait de bien comprendre quelles sont les terres saines, quelles sont les terres infestées et de quel site elles sont arrivées pour pouvoir les remettre sur le bon site. Donc, ça demande vraiment de la place et beaucoup d'organisation. Donc là, voilà, on voit bien l'appel, le cribleur côté infesté, hop, là, c'est côté sain. Et donc, ça permettait tout le temps de rejeter du bon côté et donc d'organiser le chantier de cette manière-là. Donc, une fois qu'on a terminé les travaux, l'ensemble des terres ont été remis en place parce qu'on en avait besoin quand même de ces terres-là. On avait 11 000 mètres cubes qu'il fallait surtout pas sortir du site. Et donc, une partie des zones ont été enherbées, une partie revégétalisée à l'aide d'élophytes, une partie à l'aide de lignes. Il y a eu plusieurs végétalisations. L'ensemble ont été faits avec des végétaux végétales locales. Donc, le chantier n'a pas été un long fleuve tranquille, hein. Tout à l'heure, les personnes qui ont présenté le criblage concassage ont dit attention, cribler concassé, c'est très facile avec du sable. En tout cas, c'est faisable, mais pas du tout avec l'argile. Et bien, figurez-vous qu'on s'est pris 11 000 mètres cubes d'argile. C'était pas rigolo. Donc, on avait un peu de sable dedans, mais on s'est pris 11 000 mètres cubes d'argile à peu près. C'était compliqué. 2021, si tout le monde s'en rappelle, c'est une année très pluvieuse. Donc, en dessous à peu près de 30 degrés, 35 degrés, ça ne marchait pas. L'argile colmatée, effectivement. Donc, oui, le criblage concassage est compliqué quand on a des terres argileuses. Alors, aujourd'hui, c'est une technique, on ne peut pas dire le contraire, qui est efficace. On a, sur 11 000 mètres cubes traités, on n'a que 7 repousses qu'on a pu récupérer intégralement. 7 repousses, dont 2, il s'agissait de petits rhizomes qui sont tombés sur le côté. Et les 5 autres, on est allé les récupérer à la bêche à la main jusqu'au bout du rhizome qui est passé dans une des mailles. L'avantage aussi, c'est qu'on a pu maintenir des terres sur site parce qu'on en avait besoin pour la suite des travaux. On a pu préserver la banque de graines du site. Alors l'inconvénient, comme vous l'avez vu, hein, nous, on a dû mobiliser tout un stade de foot. Heureusement que c'était notre zone de travaux, que le grand chantier n'avait pas encore démarré. Donc, il fallait de la place.
c'est une technique qui est très, très sensible à l'humidité. Et qui nécessite une mise en œuvre hyper soignée. Parce que un camion de terre qui ne va pas au bon endroit, une pelle non lavée, on passait notre temps à laver les engins. C'est pour ça qu'ils avaient des flocages pour savoir s'il a été lavé, pas lavé. On n'essayait de pas passer un engin lavé sur une zone contaminée, etc. Ça demande vraiment une organisation hyper soignée et une sensibilisation des entreprises parce que, en fait, nous, maîtres d'œuvre, on n'est pas là tout le temps, même si on a essayé d'être avec eux énormément. On était là jusqu'à 2-3 fois par semaine pour suivre. C'est un chantier qui était quand même très, très, très minutieux. Mais n'empêche, ils sont là quand même tout seuls la majorité du temps. Donc, il faut leur faire confiance. Il faut absolument que les équipes soient sensibilisées parce qu'il suffit qu'une fois qu'on ne lave pas les engins, hop, la renouée passe au mauvais endroit et là, c'est foutu. Donc, du coup, la deuxième technique qui a été présentée, c'est la bâche biodégradable. Donc, principalement, donc, comme je vous dis, c'est en bordure de perte mentale parce qu'on avait un réseau qui nous a bloqués. Donc, c'est les mêmes entreprises, parce qu'en fait, elles étaient censées cribler, concasser, et elles ont fini par installer de la bâche biodégradable. Donc, on est parti Alors, j'ai mis le fournisseur sous texto parce que c'était le seul aujourd'hui qui le fait. Donc, c'était le nom du produit, c'était Torenap Air. Donc, c'est un paillage biodégradable. Et ce qui était important, c'était d'avoir 2 couches de 1500 grammes par mètre carré à minima. Donc, ce qui faisait 3 kilos un peu sur la renouée. Aujourd'hui, ça fait maintenant 1 an et demi qu'on l'a posé. Le géotextile n'a pas bougé du tout. Par contre, effectivement, vous allez voir, l'idée, c'est de pouvoir le revégétaliser par la suite. Donc aujourd'hui, le fournisseur dit qu'il faut le maintenir entre 18 et 24 mois à nu et après, il faut l'enherber au de suite. Surtout, ne pas le retirer. Il faut bien le garder sur place. Donc là, je vous ai mis quelques photos de la mise en œuvre. C'est rien de très compliqué. Nous, aujourd'hui, là, on avait un peu la contrainte de la départementale, donc on ne pouvait pas aller plus loin. Mais bien évidemment, comme ont dit les collègues tout à l'heure, quand on veut bâcher, il faut bâcher au plus large. Donc c'est ce qu'on a fait sur les largeurs des deux côtés, quand on avait de la place, et de l'autre côté boisement, on a essayé d'aller un peu plus loin. Par contre, bon, côté route, on était bloqué par la départementale, parce que c'était notre souci, quoi. Donc l'avantage, c'est que c'est biodégradable. Et donc, on a essayé de trouver une solution autre que la solution plastique, en quelque sorte. Qu'il est végétalisable, c'est que d'ici quelques années, on va dire, l'aménagement est censé être transparent. On n'a pas de mouvement de terre, pas de risque de dissémination, parce qu'on reste sur place. On travaille vraiment, on a juste un peu décaissé pour faire rentrer le Torenap, mais en soi, toutes les terres sont restées sur place. Et on a un coût qui est quand même pas très élevé pour la mise en œuvre. Par contre, attention, on n'a pas de traitement de renouée directement. On est là juste pour essayer de l'étouffer, en fait, couper de la photosynthèse. Il faut surveiller dans le temps. Aujourd'hui, même nous, on n'a pas assez de recul suffisant pour vous dire c'est une technique parfaite, pas parfaite. On nous a expliqué comment ça fonctionnait. On a un recul d'1 an et demi. Ce que je peux vous dire à l'instant T, c'est qu'en 1 an et demi, la bâche, elle n'a pas bougé. C'est tout ce que je peux vous dire. Elle s'est plus ou moins enherbée toute seule sur le site. On a essayé de la poser aussi sur d'autres chantiers. On attend encore des retours. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est assez satisfaisant pour le moment quand on compare à de la fauche ou à de la bâche plastique, quoi. C'est fragile, attention, et là le fournisseur le dit, c'est quelque chose qu'il ne faut pas poser en présence d'eau, donc en présence de berge ou zone de stagnation d'eau, parce qu'en fait, biodégradable dit décomposition plus rapide. Et du coup, il ne faut pas l'enlever, parce qu'il faudra, comme le message a dit tout à l'heure, on garde la bâche, on l'enherbe, l'idée c'est de la garder en place, il ne faut surtout pas penser à l'enlever et faire autre chose. Une fois qu'on l'a enlevé, on a tout annulé. Et donc, enfin, du coup, la dernière technique qu'on a mise en œuvre, c'est le grillage auto-étouffement. Donc, en fait, c'était situé à l'entrée du site, donc au niveau du pont, à l'entrée du village. On était en bordure d'un cours d'eau, l'Auxence, au pied d'un ouvrage génie civil, qu'il ne fallait surtout pas fragiliser. C'était le seul pont qui permettait de rentrer au village. Alors là, le travaux étaient mis en œuvre par l'entreprise Akatim. Donc, le principe, c'est qu'en fait, on a un grillage en acier galvanisé avec un maillage breveté, donc qui ne peut être posé aujourd'hui que par l'entreprise Akatim, qui est calculé par des chercheurs en fonction de l'âge de l'individu, des espèces, des diamètres, etc. L'objectif de ce grillage auto-étouffement, c'est de laisser passer la renouée au travers, les grilles. Une fois que le diamètre est dépassé, vous le voyez bien, là, on a une renouée qui va cisailler. Et donc, elle va mourir. L'objectif, c'est que ça repart chaque fois avec de nouvelles pousses qui vont s'attacher et qui vont se couper, s'assécher. Et donc, en pourrissant, les rhizomes, ils vont rentrer en phase de stress et donc vont entraîner un pourrissement. Donc là, je vous ai donné quelques photos de la première année, parce qu'on l'a mis en œuvre début 2021 aussi. Donc ça, c'était en 2020. On voit une renouée qui prend complètement l'ouvrage, le bord du cours d'eau. Mars 2021, c'était la pause. Donc là, c'était quand ils ont coupé. Ils ont ratissé juste derrière. Et hop, ça y est, le grillage a été posé. Et donc, on a pu voir dès avril 2021, dès qu'il a commencé à faire chaud, la renouée est sortie direct, a commencé à sortir des mailles, à se faire cisailler et tomber. Et donc, aujourd'hui, la seule chose pour vous dire, on a encore à peine 1 an, et puis là, on n'a pas encore fini le bilan de cette année, c'est qu'on a une réussite malgré tout. On a un début de régression de la renouée sur la première année. On ne peut pas se projeter sur plusieurs années. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, ça a commencé à fonctionner. C'est tout ce qu'on peut dire.
Mais en tout cas, c'est une technique qui est intéressante. On le voit bien. Là, je vous ai mis une photo 2020-2021. On voit bien que la renouée était complètement sur une tâche monospécifique quasiment. Et là, on voit, elle est toujours là. Hein. Elle n'a pas disparu. Mais on voit que les autres espèces commencent à réussir à prendre le dessus. Donc, vraiment, l'objectif de cette technique, c'est pas de l'éradiquer comme ça tout de suite, mais c'est qu'en fait, tellement l'affaiblir qu'on va faire, on va donner la possibilité aux autres espèces de s'installer et donc, du coup, possiblement de la concurrencer. C'est un peu le but. Donc, l'avantage de cette technique, c'est qu'elle est non invasive. Qu'elle va agir sur les rhizomes, mais du coup indirectement, on ne va pas aller les chercher, les criblés concassés, les virer, etc. On a une possibilité de revégétalisation, de mise en concurrence de la renouée au bout de quelques années. Donc là, ça commence à se faire naturellement, mais l'idée, c'est qu'au bout de quelques années, on commence un peu plus volontairement la mettre en concurrence. Il s'agit d'une méthode expérimentale, donc aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que ça marche, hein, mais en tout cas, on ne peut rien dire sur la renouée, j'ai envie de dire aujourd'hui, qui marche. Bon, en tout cas, ça a le mérite d'exister et de tester, pourquoi pas. Il faut qu'on soit plusieurs à tester pour un jour pouvoir dire si ça fonctionne ou pas. Il faut avoir un maître d'ouvrage très patient et très joueur, parce qu'il faut à minima 5 à 7 ans pour une efficacité totale. Donc aujourd'hui, c'est le retour qu'il y a sur cette technique-là qui vient d'Angleterre, c'est qu'il faut à minima 5 à 7 ans pour qu'elle soit efficace. Donc, il faut être patient. Il ne faut pas que les cannes de renouée vous gênent, ce qui était le cas sur notre exemple numéro 2. Il faut absolument que tout soit, que vous acceptiez de garder vos cannes de renouée qui ne vous gênent pas. Donc, nous, par exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'on a clôturé la zone complètement avec des barrières ERAS pour qu'il n'y ait plus personne qui rentre, plus personne qui circule, qu'on n'ait pas la mairie qui décide de faucher la bordure de notre zone ni quoi que ce soit. On est totalement responsable de la zone. Et donc, attention, il y a une seule entreprise aujourd'hui qui a le brevet en France, et donc pas de mise en concurrence possible. Donc, si vous êtes sur un marché public, il va falloir réfléchir à votre marché en conséquence, parce que du coup, vous ne pourrez pas mettre en concurrence l'entreprise. Donc, l'ensemble des 3 techniques que je vous ai présentées ont aussi une spécificité, c'est que les marchés, quand ils ont été montés par la maîtrise d'ouvrage avec nous, on a demandé à ce que les entreprises aient un contrat qui dure sur 5 ans. Donc, elles ont 1 année de mise en œuvre et 4 ans de suivi et de gestion. Ce qui permet de les responsabiliser, parce que quand on sait que c'est nous-mêmes qui gérons derrière et qu'on a une obligation de résultat, généralement, on est un peu plus précautionneux. Et de 2, le fait qu'on ait 4 ans de gestion, ça permet aussi derrière une continuité et que le client a bien compris qu'on n'arrivait pas en une fois et que c'était terminé, mais qu'il y avait bien une gestion qui était mise en œuvre tous les mois pendant la période végétative. Donc, commence à partir du mars-avril jusqu'à septembre-octobre, tous les ans pendant 4 ans. Donc, l'entreprise et chacune des 4 entreprises, du coup, sur les 3 techniques, est responsable de ces sites et donc a l'obligation de venir vérifier tous les mois, entretenir, réparer, s'il faut réparer, arracher, etc. Donc, c'est ce qui nous a permis de suivre de manière aussi précautionneuse et minutieuse les reprises de renouée criblés, concassés, parce que forcément, tous les mois, ils sont là avec la petite bêche, ils font le tour de tous les sites. Et c'est pareil pour le grillage. Donc, tout est surveillé, ce qui permet vraiment de responsabiliser tout le monde et de suivre de près l'évolution de la renouée sur site et de pouvoir réagir assez rapidement, hein, parce que mettre autant d'énergie pour finalement laisser tomber après, ça ne sert à rien. Donc, l'idée, c'est de pouvoir suivre l'aménagement dans le temps. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Zineb. Du coup, je vais lire les quelques questions. Une première question concernant les refus de criblage, s'il y en a et ce qu'ils deviennent, du coup, je suppose. Du coup, en fait, tout ce qui c'était, en fait, on a commencé par cribler, on l'a mis de côté. D'abord, on a fait passer en boucle plusieurs fois, 2-3 fois, hein, parce que c'était argileux. Donc, notre problème, avant de passer au refus de criblage, il a fallu longtemps cribler, aérer, etc. Une fois qu'on a commencé à avoir assez de refus de criblage, on est passé au concasseur. Donc, on a eu un concasseur qui est passé et après qui tournait en boucle avec le cribleur. On passait du cribleur au concasseur en boucle. Et après, effectivement, on a eu quelques refus on va dire du concasseur plutôt, mais c'était vraiment alors tout ce qui était acier, parce qu'on avait en fait on était sur des terres de remblai, donc on avait beaucoup de ferraille, de plastique, donc ça a été retiré. Le bois par exemple il a pu être concassé, donc on a réussi à gagner un peu de volume. Par contre oui on a dû sortir un petit peu à la fin, parce que des fois par exemple on était sur des tout petits graviers, donc on a essayé de les criber, qu'on a essayé plusieurs fois pour essayer d'éviter, parce qu'on a vu que des fois en fait ça nous est arrivé de stocker les refus en se disant on revient dans un mois le temps qu'on finisse les terres, et en fait des fois ça part de vraiment pas grand chose, hein, vraiment pas plus que la taille du bout du doigt, et hop, la renouée, il restait un petit fragment dedans, dans un bout de terre, et ça repartait. Donc, on est parti en boucle, et à la fin, on a sorti un peu de refus de criblage, mais ça a été l'équivalent de 4 camions. Donc, en fait, c'est vraiment rien du tout par rapport à 11 000 m3 de terre qui ont été traités. Ok, merci. Une deuxième question concernant cette fois la bâche. Une question qui demande donc si vous avez utilisé des agrafes de fixation, oui, était-elle en fer ou biodégradable? Donc là, je ne suis pas sûre que ce soit la bâche biodégradable, mais peut-être
Oui, alors en C'est la fait, même texture. ouais, alors au niveau de la bâche, c'est ce que j'avais montré dans ma diapo, donc c'est une bâche biodégradable avec des agrafes c'est des agrafes classiques hein, en métal. Et par contre, en fait, le fournisseur nous a fourni des rondelles biodégradables aussi qu'on a rajoutées au-dessus pour ce qui permettait de fermer un peu plus. Parce que le problème avec les bâches, et c'est ce qu'on connaît avec classiquement ceux qui ont testé les bâches en plastique, c'est qu'en fait, c'est au niveau du moment où on a la graffe qui se positionne, que la renouille trouve un petit trou et hop, ressort. Et donc là, il rajoute en plus des deux couches, il rajoute la petite rondelle dessus et après on positionne une agrafe un peu classique. Hein. C'est pas une agrafe biodégradable. Les agrafes biodégradables, on a déjà essayé plusieurs fois sur d'autres chantiers, même par exemple sur des chantiers de plantation d'élophytes, de nattes précultivées, etc. Et c'est pas si durable que ça, on n'arrive pas encore. Si les sols sont pas hyper mous, etc., c'est un peu compliqué. Ok, merci. Et puis une autre question du coup, pour savoir si sur le Torénap, le mulching ou la revégétalisation herbacée maîtrisée a été envisagée. Bah, aujourd'hui, on l'a posé du coup il y a maintenant 1 an et demi, donc on envisage effectivement de pouvoir végétaliser là au printemps prochain. Ok. Je regarde une dernière. Ah oui, il y a quelques questions sur le grillage, la troisième technique que tu as présentée. Donc, plusieurs questions. Est-ce que le grillage ne représente pas un piège pour les micro-mammifères? Les mailles sont-elles suffisamment solides pour ne pas se déchirer, je pense? Aujourd'hui, alors on n'a jamais remarqué, le grillage il est posé très bas, donc du coup normalement aujourd'hui on n'a jamais remarqué qu'il y avait aucun mammifère a été bloqué dedans jusque-là. En fait l'entreprise passe à minima 2 fois par an pour pouvoir couper, donc une sorte de débroussaillage dessus, ratisser pour qu'on voit comment ça évolue. Et le grillage, oui, il est assez solide parce qu'on peut même marcher dessus. Alors, on ne peut pas marcher dessus comme on veut, hein, dans tous les sens, mais une fois qu'on sait comment marcher, l'idée, c'est pas de casser quand il est attaché aux agrafes, mais en gros, on peut marcher dessus. Donc, le grillage reste quand même assez solide. Et en tout cas, aujourd'hui, on n'a jamais eu de piège à l'intérieur. Ok, super. Et y a-t-il un risque du coup pour les autres espèces? Donc là, je suppose que c'est les espèces végétales. Tu as Bah, parlé des cannes. Oui, donc aujourd'hui, au niveau du grillage, au contraire, on voit que toutes les autres espèces, parce qu'en fait, bon, le grillage, il est quand même maillé en fonction de l'âge de la renouée. Là, on était sur une renouée qui était bien costaud, hein, elle était très, très, très épaisse. Donc aujourd'hui, au contraire, la renouée finit par s'être cisaillée et on voit bien que toutes les autres espèces aujourd'hui, entre les ronces, les euphorbes et tout s'expriment au milieu de ce grillage qui finalement arrive à passer au travers du maillage. Et puis du coup, je vais prendre une dernière question, c'est la durabilité du grillage. Bah, aujourd'hui, le grillage, il est conseillé de le poser sur une durée de 5 à 7 ans. Nous, là, bah, du coup, ça fait 2 saisons, le grillage n'a pas bougé, si ce n'est qu'on a dû le recoller, mais parce qu'on a des agrafes qui se sont décollées ponctuellement. Ça reste de l'acier galvanisé, hein, donc ça ne va pas se dégrader. En tout cas, il n'est pas prévu de remplacer le grillage avant la fin de l'expérimentation. Ok, je prends une toute dernière question. Je vois qu'elle est revenue plusieurs fois, désolée. C'est si la flore alentour est impactée par et subit les mêmes contraintes que la renouée, du coup. Pour être bien clair, parce que je vois qu'il n'y a rien pareil. Alors, la flore autour du grillage, autour de la bâche, autour du criblage. Alors, je pense que c'était au niveau du grillage. Alors, la flore autour du grillage, bah, elle n'est pas impactée parce que bah, elle n'est pas touchée par le grillage. Et aujourd'hui, la seule chose qu'on peut dire, c'est que sur la zone où il y avait de la renouée à 100%, on a posé du grillage et aujourd'hui, on a autre chose que de la renouée. C'est qu'a priori, la flore indigène n'est pas impactée. Et puis, dans tous les cas, on est sur une vraie maille. Hein. Donc, il faut vous dire qu'une maille, c'est large. Donc, de l'ortie qui passe, de la ronce qui passe, peu importe l'espèce qui passe autour, elle n'est pas aussi épaisse qu'une renouée. Hein. Une canne de renouée, c'est quand même assez costaud. Ok, merci pour toutes ces réponses, Ineb. Je vous en prie. Pardon, il y avait aussi des questions sur les coûts unitaires. Je ne sais pas si tu... Sur les coûts, du coup, pour le criblage ou le cassage, hein, la réponse a déjà été donnée. Nous, c'est plus compliqué parce que ça a été argileux, mais bon, je pense que ça dépend après au niveau des chantiers. Les coûts unitaires après au niveau de la bâche biodégradable, on l'a déjà acheté du coup il y a 2 ans, on était entre 15 et 20 euros le mètre carré. Fournis, livrés. Alors, je ne garantis pas que ces prix sont encore assurés aujourd'hui parce que les fournitures sont totalement flambées depuis une année, mais on était entre 15 et 20 euros le mètre carré fourni
fournis et mis en œuvre. C'est les prix qu'on a pu avoir sur notre chantier. Et le grillage d'étouffement, nous, la position sur plusieurs chantiers, les prix, ils varient parce que ça dépend vraiment du maillage qu'il faut mettre en place et des pentes. Parce que nous, par exemple, on l'a posé sur différents chantiers. En fonction des pentes, la mise en œuvre est beaucoup plus compliquée. Et en fonction du maillage. Donc, ça peut aller effectivement à minima 25-30 € le mètre carré et ça peut monter jusqu'à 60 € le mètre carré sans problème. Donc, c'est vraiment du coup par coup là. Et pareil, c'est encore une fois, le coût de l'acier a tellement augmenté dernièrement que je ne sais même pas si mes prix sont encore valables. La dernière fois qu'on l'a posé, nous, ça fait bientôt 1 an. Je l'ai posé en mars dernier. Parce qu'en fait, que ce soit le bâchage ou le grillage, il faut les poser avant le début de la saison végétative. Donc, ça veut dire on est pile sur la bonne période, jusque février, mars à peu près. Donc, après, on ne les pose plus en période de saison végétative. Du coup, effectivement, nous, les derniers prix datent déjà de mars dernier. Et l'acier a déjà flambé depuis.